Nous allons passer à la communication chirurgicale. Est-ce qu'il y a un traitement chirurgical du lymphodème? Docteur Philippe Nicolini de Lyon. Je tenais à remercier Ruben de son invitation. D'habitude, il m'invite pour parler des choses que je connais. Et là, en début de l'été, il m'a dit « Tiens, tu veux pas parler du lymphodème ?» Donc, j'ai pas donné ma réponse tout de suite. C'est intéressant, ça. C'est une chirurgie que je pratique absolument pas. Donc, je me suis un peu penché sur la chose. De première intention, je lui ai pas répondu tout de suite. Donc, il m'a relancé. Donc, entre-temps, j'ai un peu regardé. Je lui ai dit « Mais un quart d'heure là-dessus, mais en 2 minutes, ça va être réglé. » Et puis finalement, grâce à une collègue qui est très impliquée dans le centre anticancéreux avec qui je travaille sur le plan veineux, qui est un médecin vasculaire et qui fait du lymphodème, qui a succédé d'ailleurs à une ancienne présidente de la société qui était Madeleine Leprêtre, lyonnaise également, j'ai pu récupérer une présentation. C'est pour ça que je cite le docteur Maloiselle Delaunay, que je ne connais pas, mais qui... Voilà, oui, elle était en photo tout à l'heure, je sais, j'avais regardé sur Google. Et qui m'a sauvé la mise pour vous présenter faire cette présentation. Donc je me sens un petit peu toulousain aujourd'hui dans ma présentation. Pardon. Donc quelles sont les différentes modalités chirurgicales? Quelles sont les techniques qu'on trouve sur le marché? Il y en a 2 types. Alors, à visée curative, c'est un terme, à mon avis, usurpé. C'est pour ça que j'ai mis quelques points d'interrogation. Avec la chirurgie du transfert ganglionnaire, la chirurgie reconstructrice avec lambeaux et greffe ganglionnaire dans le même temps, la dérivation lymphatico-veineuse. Donc des termes sur le plan chirurgical qui sont très tentants. Et puis, à visée palliative, je pense que c'est celle-ci qu'il faudra retenir, dans certains cas, c'est la chirurgie de résection avec exérèse cutanéo-graisseuse et lipoaspiration et dermolipectomie. Alors, la chirurgie de résection, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, puisque la première publication date de 1912. C'est un papier princeps du docteur Charles, et vous voyez qu'il y a eu un petit hiatus après, jusqu'en 1986, où on ne trouve pas grand-chose. C'est l'avantage aussi, quand on se met à lire un peu la littérature, c'est que ça va assez vite. Donc c'était la seule alternative chirurgicale pendant très longtemps, et elle consistait à faire une exérèse de la peau, des tissus sous-cutanés, enlever le lymphodème, c'était le terme qui était utilisé à l'époque, et faire une greffe de peau. Donc vous voyez un exemplaire ici avec, on ne sait pas comment c'était avant, mais on voit que c'est quand même pas quelque chose de très sympathique. Et bien évidemment, la balance bénéfice-risque de cette technique est franchement mauvaise, avec beaucoup de complications dans la phase de cicatrisation, très invalidante sur le long terme au niveau articulaire, et elle est, on peut dire, quasiment abandonnée. Alors j'ai retrouvé alors ça c'est un article princeps très important, je pense, dans la spécialité, qui était paru en 2014, qui est une revue de la littérature de tout ce qui se fait. Vous allez le voir, je vais le citer plusieurs fois. Où on voit que, vous voyez, il y a il y a peu de séries, surtout le nombre de patients est relativement réduit, le follow-up pas très important, et puis surtout les résultats, c'est même pas communiqué dans certains cas, c'est très divers, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en plus la plupart sont rétrospectives, vous voyez, donc une littérature très pauvre avec très peu d'arguments pour le faire. Et il y a des recommandations de la Société canadienne que j'ai trouvées là sur PubMed qui date de 2016, qui recommande la chirurgie de résection uniquement dans des cas extrêmes de lymphœdème éléphantiasique où il y a un épaississement massif de la peau, de l'œdème, des infections répétées et potentiellement mortelles. Alors, je ne sais pas si c'est fréquent dans votre casuistique, pouvant justifier une utilisation aussi radicale. Voilà. Donc, alors, deuxième technique, c'est la chirurgie du transfert ganglionnaire. Je pense que ça, moi, quand j'étais jeune chef, c'était très en vogue. Ça, vous voyez, donc l'idée était assez judicieuse. On prenait sur un site sain contralatéral, donc ça pouvait être le creux axillaire, ça peut être le scarpa de l'autre côté, et on faisait une transplantation, autotransplantation de ganglions. Qui servait un petit peu comme pompe aspiratrice pour drainer le membre atteint.
Alors c'était sur le principe assez intéressant, mais en fait quand on regarde les résultats, le principal problème de cette, ça a été décrit par un de mes co-intervenants, le problème, c'est la complication la plus fréquente, c'était le lymphodème du site donneur. Donc du coup on se retrouve avec 2 lymphodèmes, alors qu'il n'y en avait qu'un d'un seul côté. Alors bien sûr, c'était souvent associé dans des techniques à des micro-lipoaspirations qui masquaient un petit peu les résultats et donnaient des résultats plus ou moins sympathiques. Mais bon, globalement, le bénéfice-risque de cette technique est relativement mauvais et je pense qu'elle est même pratiquement plus pratiquée. Voilà, quand on regarde la littérature, toujours dans l'article de chez Tellman, eh ben, vous voyez que les séries publiées, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas de 2002 à 2013, ça va assez vite, avec des petits nombres de patients. Ça touche le membre sup et un petit peu le membre inf, avec des résultats qui sont difficiles d'appréciation également, et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Les follow-ups sont courts. Bref, on arrive quand même à des réductions qui semblent être de l'ordre de 40% du volume, sous toutes les cautions qu'on peut tirer d'études de ce type. Les anastomoses véno-lymphatiques, troisième et dernière technique curatrice, on va dire, ça c'est bien sûr les chirurgiens plasticiens qui font de la microchirurgie. Ça s'adresse à des vaisseaux de très petit calibre, donc il faut avoir une certaine compétence déjà pour faire ça, une expérience également. Ça s'adresse aux lymphodèmes sévères en échec de traitement médical. De toute façon, le traitement chirurgical, c'est toujours en échec de traitement médical. Donc avec injection du bleu de méthylène pour bien voir les vaisseaux et des anastomoses de 1 à 3. Donc ça a été publié en 2005 avec des résultats, vous voyez, ça a l'air sympathique quand même. Là, c'est pas agressif par contre comme geste. Vous voyez, ils font des micro-anastomoses étagées sur le membre avec des résultats qui sont, semble-t-il, assez intéressants. Vous voyez les diagrammes qui montrent une réduction des volumes assez durable dans le temps. Donc, au pire, ça marche pas, je dirais, mais ça peut avoir un certain intérêt. Là encore, on se retrouve toujours dans cette revue de la littérature, où là, il y en a un peu plus, mais avec des résultats qui sont aussi assez variables. C'est très compliqué. Toujours des séries. Il y en a juste une qui, je ne l'ai pas retrouvée, celle-ci, qui a 1800 cas de patients, donc assez importante, avec des réductions qui sont assez intéressantes, de l'ordre de, je ne sais plus, 60%, enfin ce qui est quand même correct, mais bon, je n'ai pas lu cette publication. Et en fait, ça c'est donc une revue de la littérature qui a été faite par Saglioni. Vous voyez que sur 293 articles retrouvés dans PubMed, il y en a 18 qui sont utilisables, quoi. Donc c'est sûr que ça va assez vite. Ça fait en fait 939 patients opérés. Donc en fait, la chirurgie curatrice, je pense pour les centres qui en ont l'expérience, c'est pas vraiment d'actualité, ou c'est vraiment réservé à des cas extrêmes. Parlons plutôt de la chirurgie palliative qui est plus intéressante, puisque là on est dans le cadre de traitement de symptômes fonctionnels invalidants, et essentiellement basé sur la lipoaspiration associée, dans la plupart des cas, à la chirurgie des excès cutanés après lipoaspiration. Alors bon, je vais pas sur les détails de la lipoaspiration, c'est pas c'est un peu plus, c'est le même principe que la lipoaspiration en cas d'obésité, mais c'est quand même un peu plus spécifique, puisque la peau est très épaisse, le tissu sous-cutané a une consistance différente. Mais globalement, le but, c'est quand même de diminuer le volume du membre dans le cadre d'améliorer la qualité de vie de la patiente ou du patient. Lymphodème, les indications, avec prise en charge optimale, bien évidemment, c'est jamais de première intention. On est dans une prise en charge globale initiale de plusieurs mois, voire plusieurs années avant de proposer ça. Et bien évidemment, ça ne dispense en rien la prise en charge optimale secondaire post-opératoire, intensive, dont on vous a déjà parlé dans les précédentes communications. Et vous voyez, c'est quand même, donc rien n'est réglé, et en tout cas, c'est pas curatif. Et en plus, il faut savoir, bien évidemment, que ces techniques peuvent elles-mêmes induire des traumatismes lymphatiques qui peuvent être une cause d'aggravation.
Alors là, la littérature, c'est pareil, toujours dans cet article de 2014, montre des séries prospectives pour la plupart, sur des petites séries touchant essentiellement le membre supérieur, avec des résultats qui sont assez intéressants. Après, je ne sais pas quelles sont les mesures qui sont les références. Vous voyez qu'on a en volume déplacé d'eau, on a des améliorations de 120% dans les séries publiées. Enfin là, c'est vrai que quand on voit cette photo-là, c'est assez sympathique et ça donne envie de proposer ça aux patients. J'imagine que ça doit être 1 sur 10 ou 1 sur 20, au même titre que celle-ci. C'était un case report qu'on trouvait en 2017 dans le New England, où là, effectivement, oui, c'est sympathique. En plus, vous avez une corrélation lympho-scintigraphique qui montre une amélioration, semble-t-il, du drainage. Chirurgie d'exérèse des excès cutanés, évidemment, quand vous avez enlevé ça, il reste un petit peu de 3 trucs qui pendouillent. Donc il faut donc le coupler à une chirurgie d'exérèse cutanée. Alors au niveau du bras, c'est peut-être plus facile parce qu'on est à la face inférieure, esthétiquement, ça doit moins se voir. Il est évident qu'ici, c'est plus difficile. Par rapport à la diapositive initiale, là aussi, c'est un résultat qui est satisfaisant. Voilà, quelques autres exemples. Donc, ça, je crois que ça vient de Toulouse également, ça. C'est une étude qui est faite sur 10 mois. Vous voyez que les réductions et la qualité de vie après dermolipectomie, sur le bras, on est sur le bras, c'est durable quand même dans le temps, puisqu'on est à plus de 10 mois de suivi, là. Ça a été publié par ma collègue qui a gentiment pu me permettre de donner cette communication. Donc en conclusion, la chirurgie peut être un complément dans la prise en charge des lymphodèmes pour certains patients. Vous voyez que le nombre est très réduit, uniquement bien évidemment après un traitement médical bien conduit et une évaluation pluridisciplinaire, ça a été déjà cité. Le protocole doit être personnalisé avec des périodes d'autobandage quotidien longues de 1 à 3 mois en préopératoire, des autosoins et pas de traitement curatif. Il faut poursuivre le port de la compression et des soins au quotidien après le complément chirurgical. Je vous remercie. Bien, merci. Alors tu termines sur les bandages, ça tombe bien, parce qu'on a une question sur l'ordinateur qui est importante. On a donné déjà la réponse, mais il faut réinsister. C'est, y a-t-il un risque de nécrose suite aux compressions, arrêt de la circulation, etc. Quand on met en place tous ces types de bandages, dans le bilan initial, il y a un échodoppler des artères des membres inférieurs et la mesure de l'index de pression de la cheville, c'est obligatoire. En cas d'artériopathie avec un index de pression inférieur à 0,70, c'est contre-indiqué. Lorsque vous avez une micro-angiopathie diabétique, vous allez évaluer par la pression à l'orteil ou au laser, comme vous voulez. Ça sera aussi contre-indiqué. Il faut faire extrêmement attention. Et là, on a tous des case reports de nécrose cutanée gravissime, voire d'amputation de membres. Donc, se lancer là-dedans sans contrôler le système artériel en mettant des pressions extrêmement fortes, c'est interdit. Est-ce qu'il y a des questions pour notre chirurgien ? Donc vous avez droit à une question, parce qu'on n'est pas trop en retard, mais un tout petit peu. Moi j'en ai une, mais pas pour moi, Voilà. pour les gens spécialisés. Très bien. Est-ce que dans des cas gravissimes, invalidants, qui résistent au traitement médical, il y a une indication d'amputation ? Micro. C'est une bonne question. On a vu des gens amputés, pas en France, mais on a vu des gens amputés en Algérie pour des lymphodèmes du membre supérieur ou membre inférieur, même des gens jeunes. Ouais. Nous, quand on a des énormes lymphodèmes très très volumineux où la cuisse fait 1,50 m de tour de circonférence, on prend les patients plusieurs mois, 3-4 mois à l'hôpital, en soins de suite, et on peut arriver à perdre du volume de façon drastique, y compris du volume et du poids en même temps, et on n'est jamais arrivé jusqu'à l'amputation d'un patient. Oui, on a la même expérience. On a récupéré un Algérien qui, lui, a demandé l'amputation à plusieurs chirurgiens localement. Et finalement, on l'a vu au cours d'un atelier. Ça a mis 1 an pour faire venir.
Mais on a réduit de façon extraordinaire. Après, il y a eu une résection de peau, mais il pouvait plus marcher parce qu'il avait un excès de poids qui était phénoménal. C'était quelque chose, c'était un éléphantiasis gravissime, et finalement, il s'en est sorti. Mais il était prêt soit à l'amputer, soit à se suicider. Pour vous dire.